Stephen King nous a fait pénétrer dans le vestiaire des femmes avec Carrie au bal du diable. Et aujourd'hui, le novelliste s'apprête à te faire pénétrer dans le vestiaire des hommes avec ce podcast, enfin, le vestiaire des jeunes hommes. Petite anecdote, sale gosse du lycée, on était en train de se changer comme ça dans le vestiaire des garçons avant le cours de sport. Et il y a un type qui regarde, qui tire l'élastique de son slip pour regarder le contenu de son slip et qui dit « Oh là là, mon père devait en avoir une grosse, j'en ai hérité ». Et là, eh bien, une inspiration, on va dire, de l'univers qui s'est manifestée à travers moi, a répondu. J'ai lu une étude scientifique récemment, et en fait, la taille de pénis est génétiquement prédéterminée par le gène qui code l'abondance des sécrétions vaginales chez la mère. Enfin, je l'ai dit avec un langage moins châtié parce que j'étais lycéen, mais en gros voilà, j'ai défendu la thèse selon laquelle eh bien la taille de Zob n'était pas héritée du père mais de la mère, et d'à quel point eh bien son vagin s'auto-lubrifiait en état d'excitation, et ça a fait bugger tout le vestiaire. Erreur 404, silence, on a je crois bien entendu une mouche voler, parce que du coup, que dire? Est-ce que il fallait se vanter d'en avoir une grosse, auquel cas ça sous-entendait qu'on avait une maman bien humide, ou alors, eh bien, est-ce qu'il fallait se taire et ne pas se vanter d'avoir un gros sexe? Et d'ailleurs, j'ai répété le canular avec d'autres copains du lycée qui étaient dans d'autres classes, et il a aussi bien marché. Les gens étaient vraiment buggés. Bon, il y a bien 2-3 gars qui ont osé dire, eh ben, ma mère, elle devait quand même sacrément mouiller. Et voilà, et on s'est tous marrés, mais en gros, voilà, ça a fait bugger tout le monde. Et je me suis dit, waouh, la puissance. En plus, quand on est lycéen, enfin, en tout cas, moi, quand j'étais lycéen, j'avais beaucoup moins de barrières morales à inventer des histoires folles pour créer un effet sur mon auditoire. J'adorais troller, j'adorais faire péter des câbles. Plus quelqu'un avait l'air stoïque, plus il fallait que je trouve le levier pour le rendre fou. Je sais que j'ai rendu des gens fous, et s'ils écoutent ce podcast, eh bien, rassurez-vous, l'univers m'a fait payer en m'envoyant des gens qui m'ont rendu fou à de nombreuses reprises. Donc voilà, vous avez été vengés. En tout cas, à l'époque, c'était anodin et j'ai pas creusé plus le sujet des études scientifiques. Et puis, des années après, et avec en plus la montée eh bien, de réseaux sociaux comme YouTube, où il y a eu une vague qui aujourd'hui est en train un peu de disparaître, mais qui étaient ces vidéastes qui voulaient avoir l'air comme ça érudit et intelligent, on s'est remis à citer de l'étude scientifique dans tous les sens. L'exemple le plus extrême, je l'ai eu l'autre jour, en écoutant comme ça une courte émission sur France Inter. Voilà, je donne mes sources. Ah oui, il y a ce truc aussi infernal de « mais quelles sont vos sources ?» Je donne mes sources, j'écoute France Inter. Et alors, il y avait une femme qui était neurosociologue, psychobiologiste, je sais plus exactement quel était son intitulé, qui répondait à la question « les écrans, les réseaux sociaux rendent-ils les jeunes débilos ?» Alors bien sûr, c'était pas formulé comme ça. Et elle avait 6 minutes de parole, et pendant 5 minutes 20, j'exagère pas, elle citait des études, c'était du name dropping, était là. Alors selon une étude de McPherson et Donaldson de l'université de l'Iowa de 2006, eh bien il semblerait que les enfants préfèrent jouer à des jeux d'emboîtement sous le regard de leurs parents plutôt que de regarder des iPads. Ah oui, j'ai appris d'ailleurs, cette vidéo m'aura au moins appris un truc, c'est que l'espèce de jeu qu'on fait faire aux chimpanzés dans les laboratoires, là où il faut rentrer des triangles dans des triangles, ça s'appelle un jeu d'emboîtement. Apparemment, les enfants, selon l'étude de Donaldson ou de je sais plus quoi en sonne, préfèrent emboîter des triangles et avoir leurs parents qui les regardent plein d'amour et qui les applaudissent, plutôt que de jouer à Dora l'exploratrice ou Candy Crush sur une tablette. Ok. Et il y avait comme ça, et selon l'étude de Peterson et McAllister de l'université du Nebraska de 2012, eh bien blablabla. Et en fait, je tendais l'oreille, je me concentrais vraiment pour essayer de comprendre ce que disaient ces études, ce qu'elles avaient, on va dire, voulu tester. Et ça me semblait pas vraiment parler, en fait, elles me semblaient vraiment prolonger les courbes au-delà du raisonnable et extrapoler les raisonnements pour parler du fait que les écrans rendent-ils ou pas débilos. C'est compliqué en même temps de savoir à quel point les écrans peuvent nous rendre stupides, parce que il faudrait avoir accès au multivers pour ça. Il faudrait un monde où le même enfant n'a pas fait d'écran, a plutôt lu Shakespeare, un autre où il a fait que des écrans, un autre il a fait un peu d'écran, comparer les résultats et tout. Bref, il y a toujours des trous dans le protocole, et donc elle citait comme ça, elle name droppait pendant 5 minutes des études qui avaient rien à voir avec le sujet.
Et à la fin, elle concluait par donc, j'adorais le donc, hein, comme s'il y avait un lien logique entre toutes ces extrapolations et ces name dropping d'universitaires. Les écrans ne rendent pas débilos. Par contre, il faut faire attention à ce qu'on met dessus. C'est ça l'enjeu. Waouh, merci, ça méritait un doctorat. En tout cas, je trouvais ça complètement ubuesque, mais ça m'a rappelé cette folie autour des études, cette craze de la science qu'on a eu beaucoup sur YouTube, hein, des gens qui ont endossé comme ça des personnages de Jimmy Neutron. Tu sais, ah mais moi de toute façon je comprends la physique quantique depuis que j'ai 14 ans. Non, tais-toi, tu es un Mac Lexguy, tu fais du divertissement infusé de science. Si on tend vraiment l'oreille à ce que tu racontes, ça n'a aucun sens, tu n'en as aucune idée. Et cette dépendance à l'autorité scientifique, quelque part, eh bien, nous renseigne aussi sur une forme de démon qu'on a, qui est de se dire, waouh, si c'est backup par la science, c'est forcément bien. La science devient alors une nouvelle superstition, une nouvelle espèce de magie, comme l'était l'Église à un moment. En gros, la science a toute puissance. La science a dit, et toi, tais-toi, tu ne sais pas, tu n'es pas la science, tu n'as pas la science. Bon, alors que des fois, quand on écoute vraiment la proposition est teubée, hein, erreur 404. Et puis, ça nous donne aussi une indication sur notre dépendance aux métriques. Je sais que par exemple, quand j'ai eu mon premier bracelet connecté, j'ai dormi avec le premier soir, plein d'espoir, et le matin, je me suis réveillé et j'ai été anéanti de découvrir que je n'avais eu que 1h04 de sommeil profond, et je me suis senti fatigué toute la journée, et je me suis dit, mais attends. J'ai dormi jusqu'à présent toute ma vie dans des conditions similaires. Il y a certainement des moments où je dors mieux ou je dors moins bien. De toute façon, cette montre à 34 € mesure-t-elle si bien que ça mes cycles de sommeil, et j'ai arrêté en fait de dormir avec. C'est antinaturel, et cette métrique allait créer chez moi une forme de folie en fait, hein. C'est ça le problème avec les métriques, c'est que voilà, on finit par travailler pour la métrique plutôt que travailler pour soi-même, hein. Et ça, je l'ai vu avec l'écriture un nombre de fois. Je veux dire, à une époque, je me disais, faut faire 1000 mots par jour, et des fois, j'avais pas d'inspi du tout, et je faisais 1000 mots de digression qu'il fallait qu'ensuite je fasse sauter aux relectures. En gros, bon, je me pointais juste et je tapais un certain nombre de centaines, de milliers de fois sur les touches de mon clavier, jusqu'à avoir mes 1000 mots, plutôt que de me poser la question de ce que je voulais vraiment raconter, même si ça m'a été utile à une époque. Podcast où je clash un peu, ça me fait rire de raconter aussi des anecdotes et de me moquer de cette tendance de l'époque, mais pour te dire de garder ton discernement. Si on te cite une étude avec autorité, dis éventuellement, écoute, j'ai pas lu l'étude, je pourrais me renseigner. D'ailleurs, faut voir la personne qui est là, non mais il faut que tu lises l'étude de... Généralement, c'est de l'hystérie, c'est de la personne qui veut te faire passer de l'idéologie. C'est pas vraiment posé rationnel. Pour moi, les gens posés rationnels qui savent discuter ne te name drop pas des études scientifiques. Mais bon, admettons que tu aies envie de lire comme ça une étude pour vérifier une thèse. Eh bien, prends ton temps, accroche-toi, prends du guronzan, parce que c'est généralement très chiant à lire. Hein, si tu bosses pas dans ce secteur-là de la recherche, c'est pas une lecture facile. Prends ton temps de la lire ou de la résumer avec ChatGPT. Ah là là, je peux pas empêcher d'être sale gosse aujourd'hui. Et tire-en les conclusions que tu veux et que tu peux en tirer. Et voilà, ne crois pas tout ce qui est estampillé science aveuglément. De toute façon, je t'encourage pas à croire quelque chose aveuglément. Et n'oublie pas aussi que la beauté, le transcendant et la nouveauté, hein, les vraies innovations, ne sont pas prévisibles, ne sont pas reproductibles dans un laboratoire. On a beau avoir des super IA génératives, on n'a pas encore fait du Shakespeare, du De Vinci, et ça doit te laisser l'espoir intact. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je te dis à demain pour un podcast que j'espère, enfin je sais pas si je l'espère, qui peut-être sera plus sage. Et comme d'habitude, prends soin de toi.